On va parler de vous un peu. Donc vous êtes médecin. C'était une vocation? Vous vouliez être médecin quand vous étiez lycéen ou c'est venu Non, ça n'était pas une vocation de très très longue date. Finalement, comme souvent pas mal de lycéens, ça s'est dessiné un peu tardivement. Et initialement, je pense que c'était plus parce que c'était un métier qui m'intéressait dans le rapport aux autres et dans la possibilité d'avoir un métier entre guillemets utile. Et puis après, viennent d'autres intérêts qui se surajoutent un petit peu à ça. Je n'ai jamais été déçu d'avoir fait médecine finalement. D'accord. Et la cardiologie, c'est venu comment? Alors la cardiologie, c'était peut-être plus par l'attrait que représentait une spécialité assez rationnelle, avec des possibilités thérapeutiques extrêmement novatrices. Pardon, pourquoi assez rationnel? Il y a d'autres qui sont pas rationnels? Non, je pense Ça que m'inquiète. toute la médecine l'est, mais c'est vrai que c'est un domaine dans lequel on peut assez bien construire le pourquoi de la pathologie. D'autres domaines pathologiques, on est quand même un peu moins avancé de ce point de vue-là. Et à partir de là, il y a des outils thérapeutiques qui ont été développés au cours des 20-25 dernières années et qui ont vraiment révolutionné les possibilités thérapeutiques et le devenir des patients. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attirant de ce point de vue-là. Un exemple particulier, un exemple qui nous parlerait L'exemple le plus caractéristique, c'est sans doute tout ce qui concerne la pathologie des artères coronaires, donc l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, et ces thérapeutiques interventionnelles, c'est-à-dire la possibilité d'aller dans l'artère, dilater l'artère, mettre des ballonnets, et donc qui a complètement révolutionné la prise en charge, puisque maintenant, quand on prend en charge de façon interventionnelle une pathologie coronaire, la chirurgie des artères coronaires ne représente plus que 10 à 15% des modalités, et dans 85 ou 90%, c'est une thérapeutique qui n'est pas chirurgicale, mais qui est endovasculaire. Il n'y a pas que la cardiologie, il y a quand même d'autres, dont la gastro-entérologie, mais il y a d'autres, j'imagine, disciplines qui sont concernées par le sujet. Oui, l'alimentation, c'est quand même le premier élément de l'environnement, de l'individu. Et donc, effectivement, beaucoup de pathologies, notamment de pathologies chroniques, ont des liens avec l'alimentation qui ne sont pas toujours aussi bien connus que peut-être pour les pathologies cardiovasculaires, mais la cancérologie s'y intéresse et il y a quand même beaucoup de données qui maintenant font penser qu'un certain nombre d'éléments nutritionnels impactent l'incidence de certains cancers en l'augmentant, voire ou en la réduisant. Il y a également des pathologies digestives, bien sûr, qui sont liées à l'alimentation. Donc oui, même les pathologies inflammatoires, rhumatologiques, on pense qu'il y a des liens avec l'alimentation, même si c'est encore assez mal connu. Donc effectivement, au-delà de l'intérêt du public lui-même pour les relations, enfin, le public a bien pressenti qu'il y avait quelque chose de possible dans les liens entre alimentation et maladie. Au-delà de ça, effectivement, des pathologies bien précises sont modulées par l'alimentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment, j'avais une question tout de suite de French Paradox, puisque c'est comme ça que le débat a été présenté. Comment vous expliquez que la France, en Europe, est le premier pays consommateur de McDonald's? C'est le premier marché pour McDonald's. Alors, je ne sais pas si c'est le premier, parce que j'ai lu également que la Grèce, dont il est beaucoup question actuellement, consomme également beaucoup de McDonald's. Oui, nous, on a le plus d'enseignes McDonald's par habitant. Enfin, bon, après, tous les chiffres peuvent être discutés, mais enfin, en gros, nous sommes un des premiers marchés. Alors, je ne suis pas sociologue, donc l'attirance des Français pour les McDonald's relève sans doute de causes multiples, donc je ne vais pas trop disserter sur ce sujet-là, mais effectivement, on les voit fleurir un petit peu partout. Cela n'empêche pas quand même que les bases culturelles de l'alimentation à la française restent encore assez répandues dans la population, et on peut penser que grâce à cela, il y a une certaine protection. Alors, parce qu'on ne va quand même pas tous les jours au McDonald's, certains peut-être, mais enfin c'est quand même pas majoritaire. Donc même si on recourt assez souvent à la fast-food, on peut quand même garder un certain nombre de traditions alimentaires françaises qui ont des aspects positifs. Alors commençons par cette diapo et regardons un petit peu comment ça fonctionne. Rentrons dans le détail.
Voilà, parce que effectivement, quand on parle de maladies cardiovasculaires, pour l'essentiel, on parle de maladies liées à des pathologies de l'artère qu'on appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, comme c'est figuré un petit peu sur, la partie en bas à droite de cette diapositive, ce sont des dépôts qui se constituent progressivement dans la paroi des artères. Et la constitution de ces dépôts, elle est très complexe dans sa façon de procéder. Il y a bien sûr des dépôts de lipides, donc des dépôts de graisse, si vous voulez, de cholestérol, pour parler de façon un petit peu schématique. Il y a la façon avec laquelle ces graisses sont parfois transformées, notamment oxydées, donc il y a aussi un rôle de l'oxydation ou au contraire de facteurs de protection qui sont des antioxydants. Tout ça génère, à partir du moment où il y a ces dépôts, de l'inflammation, donc il y a aussi un rôle lié à l'inflammation. Comme l'artère est un vaisseau qui est vivant, qui se contracte, qui se relâche, il y a aussi un rôle de la vasomotricité de l'artère. Et puis finalement, les complications de cette athérosclérose, ça va être bien sûr le rétrécissement de l'artère elle-même, mais beaucoup plus les événements graves que sont l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. Ces pathologies-là sont liées en général à l'obstruction d'un vaisseau. Et cette obstruction, c'est dans l'immense majorité des cas la constitution d'un caillot. Donc un caillot, ce qu'on appelle un thrombus sur le plan scientifique, ce caillot va venir obstruer une artère qui est déjà malade par l'athérosclérose. Et donc, dans tout ce continuum qui peut s'échelonner sur plusieurs décades, donc ça va être sur une vingtaine d'années que vont se constituer ces anomalies de l'artère, eh bien, à tous ces niveaux, on peut avoir une intervention de facteurs d'environnement, notamment des facteurs nutritionnels. Donc ils vont pouvoir jouer sur l'accumulation de lipides, ils vont pouvoir jouer sur la façon avec laquelle l'artère a la capacité de se relâcher, ce qui est plutôt bénéfique, ou au contraire de se contracter. Ils vont pouvoir jouer sur le caillot qui va provoquer l'accident final, et il va pouvoir jouer aussi sur des complications de ces artères malades que vont être les arythmies cardiaques, la défaillance du muscle cardiaque lui-même, donc l'insuffisance cardiaque. Et là aussi, on a des facteurs nutritionnels qui jouent. Donc, c'est extrêmement complexe dans le déterminisme des lésions artérielles et de l'influence aussi des aliments. Alors, on commence à mieux connaître un petit peu les rôles, mais vous voyez que c'est quand même un processus qui est relativement complexe. Et puis, pour identifier ces relations entre des facteurs d'environnement et puis les maladies de l'artère, eh bien, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque que maintenant le public connaît relativement bien et que les médecins identifient lors des consultations. Ces facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol dans le sang, le diabète, donc l'excès de sucre dans le sang, l'excès de poids, dans un autre domaine, le tabac. Tous ces éléments vont être des agresseurs potentiels de l'artère et tous sont modulés par des facteurs nutritionnels. Donc vous voyez que par tous ces éléments, il va y avoir une influence de la façon avec laquelle on mange, et on mange tous les jours, sur la façon avec laquelle des artères vivent ou se défendent vis-à-vis des agresseurs. Alors les aliments, on va y venir. Alors les aliments, il y en a effectivement de multiples, hein, parce que j'ai fait figurer ici plusieurs groupes d'aliments qui tous peuvent avoir un lien avec les pathologies cardiovasculaires pour lesquelles les données sont plus ou moins importantes, mais on a quand même des éléments d'orientation. Alors il y a bien sûr les graisses, c'est souvent ce qui est mis en avant, la façon, est-ce qu'il faut manger peu gras, est-ce qu'il faut manger certaines graisses plutôt que d'autres, et donc effectivement il ressort de la plupart des études qu'il faut manger de façon raisonnable et plutôt limiter ce qu'on appelle les graisses saturées, qui sont principalement les graisses qu'on trouve dans les sources animales, la viande grasse, la charcuterie, les graisses laitières. Et puis surtout éviter ce qu'on appelle les graisses trans, qui sont des graisses plutôt produites par les process industriels et qu'on va trouver par exemple dans les biscuiteries industrielles, donc dans des produits plutôt transformés. J'ai un moyen, moi, consommateur, de les repérer? Alors les graisses trans, en général, on les retrouve sur les étiquettes comme des graisses végétales hydrogénées. C'est plutôt ça, ce processus-là de transformation qui correspond à peu près aux graisses trans. Alors dans certains supports alimentaires comme les margarines par exemple, elles ont été bannies, donc maintenant, alors qu'il y en avait beaucoup il y a une vingtaine d'années, ce qui a fait d'ailleurs une mauvaise presse
pour les margarines. Maintenant, elles ont été relativement bannies, donc ce n'est pas tellement là où on les retrouve, mais on va les trouver beaucoup dans des produits industriels, notamment effectivement de la biscuiterie industrielle. Quel est l'intérêt? C'est moins cher pour l'industriel? Ça permet surtout pour l'industriel d'avoir des graisses qui ont des propriétés physico-chimiques très précises. Et donc, selon qu'il veuille avoir un certain moelleux pour la texture de l'aliment, il va pouvoir le déterminer de façon extrêmement précise, beaucoup plus qu'avec des graisses entre guillemets naturelles. Donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup utilisées de ce point de vue-là, mais elles sont défavorables sur le plan cardiovasculaire très clairement. D'accord. Et puis alors on a les graisses insaturées qui sont essentiellement des graisses d'origine végétale, qui elles sont plutôt bénéfiques globalement, mais dans les graisses insaturées, il y a encore un ensemble entre les mono-insaturées, dont l'exemple type c'est l'huile d'olive, qui est très bénéfique au contraire, et puis les graisses polyinsaturées, qui sont soit de deux familles principalement, les polyinsaturés oméga 6 et les polyinsaturés oméga 3. Et les données scientifiques montrent qu'il ne faut pas exagérément consommer les oméga 6, qui sont plutôt prévalentes dans notre alimentation. C'est l'huile de tournesol, l'huile de maïs par exemple, qui ont des bénéfices, mais qui n'ont pas que des bénéfices par les produits qui en sont dérivés, et qu'au contraire, il faut avoir un apport suffisant en acides gras polyinsaturés oméga 3. Et les oméga 3 ont deux sources. La source végétale, c'est l'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras qu'on trouve notamment dans le lin, et puis de façon plus facile à trouver dans l'huile de colza par exemple. Donc ça, ce sont des huiles qui sont effectivement assez bénéfiques. Et puis il y a une deuxième source qui concerne les oméga 3 d'origine animale, et là c'est les produits de la mer, donc c'est les poissons principalement, les poissons gras. Et donc là ce sont des acides gras à plus longue chaîne, qui sont des dérivés sur le plan chimique des acides gras à courte chaîne, enfin à chaîne moyenne comme l'acide alpha-linolénique, mais dans la réalité, l'homme est assez peu capable de faire cette transformation. Donc pour avoir les acides gras à longue chaîne qui sont très bénéfiques sur le plan cardiovasculaire, il faut consommer les poissons. Donc, quels poissons? Alors surtout les poissons gras, surtout les poissons gras de la mer, c'est-à-dire des poissons qui sont plutôt carnivores. Le saumon, plus près de nos côtes, le maquereau. Moi, je viens de Bretagne, donc c'est un très bon poisson sur le plan du contenu en oméga 3. Voilà, ces poissons-là sont effectivement très intéressants pour leur apport en oméga 3. Il y a les fruits et légumes. Alors là, au contraire, on retrouve beaucoup d'aliments qui sont plutôt protecteurs, qui sont à la fois des minéraux comme le potassium, le magnésium, et puis qui sont des vitamines à la fois antioxydantes comme la vitamine C, ou des vitamines qui ont d'autres aspects bénéfiques comme les vitamines du groupe B, comme par exemple l'acide folique. Donc tous ces éléments ont des caractéristiques qui sont protectrices sur le plan cardiovasculaire. Alors, on va arriver à un autre sujet qui, moi, m'a vraiment surpris. J'avoue que je ne voyais pas les choses comme ça avant de regarder les chiffres et les cartes. C'est que nous sommes totalement inégaux face à la manière dont on va appréhender notre alimentation au regard des risques médicaux qui sont derrière. Et on est inégaux, non pas pour des raisons sociales ou sociétales, disons, les gens riches, les gens pauvres, etc. On voit bien qu'il y a des inégalités. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'on est inégaux géographiquement. Géographiquement, pays par pays, et à l'intérieur même d'un pays, en l'occurrence la France. Si j'habite à Lille et si j'habite à Marseille, je ne réponds pas aux mêmes critères de risque. Alors c'est absolument vrai, c'est d'ailleurs en partie une des raisons de mon intérêt pour l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires, le rôle de l'alimentation, c'est que je suis un passionné de géographie et de cartes, notamment de géographie, parce que ça éclaire beaucoup de problématiques. Et alors effectivement, quand on regarde ces cartes, par exemple la carte de l'Europe que vous avez sur la partie gauche de la diapositive, eh bien, même si l'échelle vous paraît un peu petite, ce sont des variations grosso modo de 1 à 5. Le vert le plus foncé correspondant à la prévalence la plus basse pour les maladies cardiovasculaires et le rouge le plus foncé correspondant à la prévalence la plus élevée. Donc effectivement, pour des pays comme les pays européens qui ont a priori un niveau de vie grosso modo comparable
un niveau de développement à peu près comparable, eh bien, et une génétique qui n'est pas si différente malgré tout, eh bien, on a des différences qui sont absolument considérables, qui vont de 1 à 5. Et quand on essaye d'expliquer cela, bien sûr, la nutrition n'est pas le seul élément d'explication. Il y a d'autres éléments qui peuvent être d'origine sociale, qui peuvent être liés à d'autres facteurs d'environnement. Mais, in fine, c'est probablement les facteurs alimentaires qui expliquent le mieux et le plus ces différences très importantes qu'on retrouve au niveau européen et qu'on retrouve à un degré moindre, effectivement, au niveau de la France. C'est la partie droite de la diapositive, où là, vous avez des variations de l'ordre de 50% entre les régions du nord de la France, et ça va en gros, il y a une espèce de croissant qui va de l'Alsace à l'est, à la Bretagne à l'ouest, en passant par le nord, qui est quand même la région où il y a le plus de maladies cardiovasculaires. Et cela s'oppose effectivement aux régions du sud de la France, où la prévalence des maladies cardiovasculaires est moindre. Et donc on a effectivement des différences. Et là aussi, même s'il y a des différences sociologiques, économiques entre les régions nord et les régions sud, c'est également les traditions alimentaires qui sont un des éléments d'explication possible entre ces différences très importantes. Alors, on voit sur cette carte, surtout sur celle de gauche, évidemment, qu'il y a un arc méditerranéen. C'est assez clair que le pourtour méditerranéen est un peu sauvegardé, contrairement à la mer du Nord. Donc il y a effectivement ce régime crétois dont que vous avez déjà évoqué. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce régime crétois? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on détermine un peu les modes alimentaires qui sont préférables, même si le public est quelquefois tenté de chercher à tout prix des aliments un peu miraculeux ou des aliments qui sont au contraire à diaboliser, en réalité, chacun de ces aliments agit à des intensités relativement faibles sur les facteurs de risque dont on a parlé et sur le risque cardiovasculaire globalement. Par contre, tous ces aliments interagissent entre eux. Et effectivement, il est très important d'évaluer l'alimentation dans sa globalité. Et si on regarde l'alimentation dans sa globalité, alors il apparaît très clairement que des alimentations de type méditerranéen, qui sont caractérisées par une grande diversité, qui sont caractérisées par une richesse importante en fruits, en légumes, en produits de la mer également, avec des matières grasses qui ne sont pas négligeables, ce n'est pas des alimentations dépourvues de matières grasses, mais avec des matières grasses spécifiques, comme notamment les graisses d'origine végétale et particulièrement l'huile d'olive. Cet ensemble crée une alchimie qui est très bénéfique. Et quand on regarde sur le plan mondial les alimentations qui sont le plus associées à une protection vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques. Donc en particulier l'alimentation méditerranéenne qui est maintenant clairement recommandée par toutes les sociétés savantes de cardiologie, y compris les recommandations américaines qui ont évolué récemment justement à la suite d'une étude dont on reparlera si vous voulez tout à l'heure. Et donc, on promue justement ce mode d'alimentation de type méditerranéen avec certaines variantes. Par exemple, les Américains avaient élaboré à la fin des années 90 le régime DASH, qui veut dire en fait Diet Against Hypertension. Et donc, une alimentation proposée pour lutter contre l'hypertension. Et en fait, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une grande richesse en fruits et légumes, des produits laitiers pas trop gras. Et cette alimentation a été démontrée comme étant capable de réduire l'hypertension. Ce sont les courbes qui sont présentées en bas à droite. Et vous avez, par rapport à une alimentation contrôle, si vous voulez, lorsque vous consommez cette alimentation DASH, dans une modalité ou dans une modalité plus complète, c'est les courbes du bas, eh bien vous avez un abaissement graduel de la pression artérielle qui est très significatif et qui correspond pratiquement pour des patients hypertendus à l'action, à l'efficacité d'un médicament contre l'hypertension. Donc il y a vraiment une capacité très importante de ce type d'alimentation à corriger ou prévenir l'hypertension. Donc c'est ce type d'alimentation globale qui est certainement préférable à l'heure actuelle. Je voudrais vous poser une question, même si vous n'êtes pas économiste ni sociologue, mais comment vous voyez les choses d'un point de vue de l'accès et du prix, c'est-à-dire
la tendance serait à dire si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais forcément avoir des mauvais produits. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais avoir des bons produits. Donc est-ce que vous constatez, soit dans vos études, soit dans vos consultations, que les gens qui ont des revenus plus importants sont en meilleure santé que ceux qui sont plus pauvres? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une influence du niveau socio-économique sur le risque cardiovasculaire et il est clairement montré que les populations défavorisées ont plus de risques cardiovasculaires. C'est un risque qui est quand même très multifactoriel parce qu'on voit maintenant que, par exemple, la prévalence du tabagisme est plus importante dans les milieux défavorisés, qu'il y a également une influence de facteurs psychologiques, certains traits psychologiques, le stress, la dépression, qui sont plus prévalentes souvent dans des populations défavorisées, influent sur le risque cardiovasculaire. Donc ça ne concerne pas directement l'alimentation. Oui. Pour l'alimentation elle-même, je ne pense pas que ce soit forcément discriminant. Et il y a une éducation un petit peu au choix des aliments, mais ce n'est pas forcément discriminant. Par exemple, les modèles traditionnels d'alimentation qui étaient associés d'ailleurs au progrès dans l'alimentation des années 60, c'est-à-dire la disponibilité de la viande de façon plus importante, eh bien, une alimentation riche en viande, elle a aussi un certain coût par rapport à une alimentation riche en fruits et légumes. Donc, ça n'est pas forcément in fine l'alimentation protectrice n'est pas forcément une alimentation qui coûte beaucoup plus cher. Parce que l'alimentation, je dirais, un petit peu pléthorique, très carnée, a un certain coût également. Donc on peut avoir un panier économique en faisant appel aux productions du moment, aux légumes du moment, qui ne sont pas forcément des légumes très coûteux. Donc il y a une éducation du public pour ça, et c'est vrai que cette éducation, elle est encore à faire pour montrer qu'on peut avoir un panier relativement économique et malgré tout qui est bon sur la santé. Alors, techniquement ou scientifiquement, le vin, pourquoi? Quel effet il peut avoir en particulier? Alors, il n'empêche que, même si ce paradoxe français a été un peu remis en cause, au niveau international, on constate qu'effectivement, pour la mortalité totale, c'est la partie gauche de la diapositive, et pour la mortalité cardiovasculaire ou le risque d'infarctus, c'est la partie droite, eh bien, la consommation modérée d'alcool est quand même associée à une certaine protection. Même pour la mortalité totale, à condition d'être dans des niveaux... pas de vin. Là c'est l'alcool, en général. Et puis, pour le risque d'infarctus, c'est encore plus net. Et en gros, jusqu'à 1 ou 2 unités d'alcool par jour, l'unité étant typiquement le verre de vin de 12 centilitres. Ou son équivalent, c'est-à-dire le demi de bière, ou bien... par jour. Par repas, par jour. Par unité. Une unité, c'est un verre de vin. Donc, jusqu'à 1 ou 2 unités par jour, on a un effet qui est plutôt protecteur. Donc, il y a d'autres aspects qui peuvent être négatifs, par exemple la calorie. Qu'est-ce qui est protecteur? Quelle est la nature de cette protection? Eh bien, il a été démontré que l'alcool, cette fois, l'alcool a des éléments qui sont bénéfiques, qui sont indiqués ici sur la partie gauche. C'est-à-dire que, par exemple, l'alcool peut favoriser la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité pour l'artère de se relâcher. D'accord. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément est donc partant de... Il n'y a pas que l'artère qui se relâche, d'ailleurs. Absolument, mais notamment l'artère. Ouais. Et donc, quand l'artère se relâche, ça veut dire que la pression artérielle baisse un petit peu. Donc, à consommation modérée, ça a plutôt un effet bénéfique sur la pression artérielle, alors qu'au contraire, à consommation importante, ça peut augmenter la pression artérielle. Pour le HDL cholestérol, qui est le cholestérol entre guillemets favorable, eh bien, il y a une petite augmentation du HDL cholestérol sous l'effet de l'alcool. Donc ça, c'est également un effet plutôt bénéfique. La fameuse sensibilité à l'insuline, qui a un effet un peu antidiabétogène, est améliorée également par l'alcool, toujours à faible consommation. Et on a un effet aussi un peu anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire que ça permet de fluidifier un petit peu le sang et de diminuer le risque de caillots dans les artères. Donc tous ces éléments peuvent concourir à dose modérée exclusivement, parce que c'est la particularité de l'alcool, c'est qu'il y a un effet qui est un peu duel, c'est-à-dire qu'on a des effets bénéfiques à petite dose, et au contraire, à dose
plus élevé. Dès qu'on dépasse une certaine quantité, 2, 3 unités, ça dépend des individus, eh bien on commence à voir apparaître des effets qui sont au contraire négatifs, y compris sur le plan cardiovasculaire, sans compter les autres effets négatifs qu'on connaît, les accidents, la violence, etc. Et même certains cancers qui commencent à augmenter très tôt avec la consommation d'alcool. Donc nous, cardiologues, on a tendance à dire, avec des données scientifiques, qu'effectivement une consommation modérée c'est plutôt bénéfique, donc il n'y a pas de raison du tout d'interdire cela dans une alimentation équilibrée. Les cancérologues sont un peu plus mesurés parce qu'ils voient certains cancers apparaître assez vite avec la consommation d'alcool, mais sur le plan cardiovasculaire, objectivement, on peut dire que c'est tout à fait acceptable d'avoir une consommation d'alcool. On n'oblige pas les gens qui ne consomment pas à en consommer parce que là, il y aurait sans doute d'autres effets pervers, mais pour les gens qui ont une consommation raisonnable, modérée, ça a effectivement des effets bénéfiques.